consoles qui se rapportent à ces époques-là. Par contre, peu de gens connaissent vraiment ce qui s'est passé avant les années 2000, spécifiquement dans les années 40, parce que finalement, peu de gens étaient nés. Alors, j'ai trouvé les origines. Si vous regardez à droite, vous avez un magnifique plan qui date du 24 septembre 1940. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Alors, c'est pas vraiment un jeu vidéo, mais c'est vraiment les prémices de ce qui deviendra par la suite le jeu vidéo. Alors, je vais vous le montrer après en vrai, donc on en parlera après. Mais c'est pour vous montrer que la date n'est pas tout à fait idiote, parce que les gens peuvent penser que 1940 c'est très tôt pour le jeu vidéo. Pas du tout. Tout le concept de jeu vidéo était déjà vraiment dans les esprits des créateurs. Il manquait juste la technologie. L'avantage, c'est d'avoir tout conceptualisé vraiment très 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 longtemps avant que ça existe. Alors, de quoi le jeu vidéo a-t-il besoin pour exister? C'est assez important, et c'est une base qu'il faut connaître. Alors, ça marche aussi bien pour les ordinateurs que pour les consoles. On a besoin, bien évidemment, d'un écran vidéo, parce que le jeu vidéo n'existe que sur un écran vidéo. Si vous avez, par exemple, un écran LCD, ce n'est pas un jeu vidéo dans l'absolu. Ça l'est devenu par la suite, mais technologiquement, on n'utilisait pas le terme de jeu vidéo quand on n'avait que, par exemple, des Game & Watch, parce qu'il n'y avait pas de logique, en fait. Jeu vidéo veut dire jeu représenté sur un écran vidéo. Donc, on disait des jeux électroniques. Ensuite, il faut bien évidemment ce qui s'appelle une interface homme-machine, et puis une unité centrale, donc ça peut être bien évidemment une console. Et l'interface homme-machine peut très bien être aussi bien une souris qu'un joystick, qu'un volant. Et on va également ajouter les accessoires, donc comme de stockage, les disquettes, les cartouches, les clés USB maintenant ou les CD. Ça, c'est ce qu'il faut, de base. Voilà. Sans ça, il y a peu de chances qu'on ait un jeu vidéo. Alors, ça paraît idiot, mais c'est très important. À l'époque, en 1940, on n'avait rien de ça. Ni l'écran vidéo, ni l'interface, ni le support de stockage, on n'avait rien. Mais on avait beaucoup d'inventivité et on avait surtout ce qui s'appelle les portes logiques. C'est-à-dire que lorsqu'on disait... alors, c'était pas un ordinateur, hein, c'était vraiment un petit transistor. Enfin, petit. À l'époque, pas trop petit. C'est devenu petit par la suite. On lui disait, si jamais j'appuie là, tu vas allumer cette lampe. Et puis c'est tout. Néanmoins, on a créé en 1940 pour une exposition le jeu de Nîmes. Alors le jeu de Nîmes, c'est une sorte de jeu d'échecs chinois. Et c'était représenté ici par ces diodes, ces lumières, ces lampes. Et on avait 4 faces qui permettaient à ce que tous les gens qui passaient dans les allées, comme ça, ils pouvaient le voir, c'était très pratique. Et on avait, alors ça c'est terrible, une démonstratrice, qui est finalement la première babes du salon. C'est triste que ça ait commencé si tôt. Et puis on avait bien évidemment le jeu. On appuyait sur ce bouton, on allumait la lampe du dessus, et il y avait quand même les prémices d'une sorte d'intelligence artificielle qui permettait de jouer contre l'ordinateur, ce qui est assez invraisemblable en 1940. Alors évidemment, pas d'écran vidéo, mais si on regarde bien, on peut considérer que ces lampes, vu comme elles sont agencées, ressemblent fortement à des pixels. Et donc on peut estimer que le principe même du jeu vidéo, avec une interface homme-machine, une unité centrale, un écran, et puis bien sûr un utilisateur, c'est un jeu vidéo. Donc 1940, un jalon important. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait unique. Ça n'a été monté qu'une seule fois pour une exposition. Après, c'est démantelé. Alors, on a continué. Entre 47 et 62, on commence à conceptualiser vraiment le principe de jeu vidéo. Alors, on n'utilise toujours pas un écran vidéo. On utilise par exemple un écran d'oscilloscope, on le verra par la suite. Alors, un écran d'oscilloscope n'est pas un écran vidéo, hein, c'est un écran vectoriel. Alors, en 1948, l'ordinateur est très récent, parce que l'ordinateur, c'était un énorme barda. On a ici un plan, encore une fois, qui est daté. Et l'ordinateur ne sert pas du tout à faire des choses plaisantes. C'est utilisé par l'armée,
comme la plupart des technologies d'ailleurs, elles sont déjà utilisées par l'armée, puis ensuite elles passent dans le domaine public. Et il y avait l'ENIAC, voilà, qui date de 1946, qui permettait à l'armée américaine de calculer des problèmes balistiques, c'est-à-dire les angles d'envoi de missiles, pour savoir où est-ce qu'ils allaient tomber. C'était quand même particulièrement sympathique. On était très loin d'un jeu vidéo. Néanmoins, des gens se sont dit, tiens, cet ordinateur, bon, on ne peut pas l'utiliser, c'est trop compliqué. Puis, de toute façon, c'était secret défense. Hein. Mais on peut utiliser peut-être un tube cathodique relié à une interface, mais vraiment rien. Hein, des portes logiques, encore une fois. Et puis surtout, la première manette, des potentiomètres. Un potentiomètre, pour les jeunes, c'est quelque chose qu'on tourne. Par exemple, pour augmenter le son ou le baisser. Et là, on a fait la même chose en se disant, bah tiens, on va faire un retour sur un écran cathodique, enfin, un écran spécial hein, quand même, un tube cathodique uniquement. On va déplacer un point à l'écran avec ce potentiomètre. On aura un retour visuel de ce qu'on fait. Et ils ont créé donc, le Cathode Ray Tube Amusement Device, donc c'est très pratique à prononcer, qu'on appelle également le CRAD, mais bon, c'est pas terrible non plus. Et là, à ce moment-là, on a pu obtenir quelque chose qui ressemblait à un jeu vidéo. Alors, je vous montrerai tout à l'heure. Là, en 1950, on a créé vraiment quelque chose qui ressemble foncièrement à un écran vidéo. Mais ce n'en est toujours pas un, parce que ça, c'est pas un écran, comme on le connaît maintenant avec des pixels. Ce sont simplement des découpes avec des lumières qui s'allument derrière. Mais néanmoins, on ne peut pas nier que là, ce qu'on a à l'écran, ça ressemble foncièrement à un jeu vidéo. Et bien en plus, c'est un jeu de tic-tac-toe, donc en français, de tic-tac-toe, de morpion. Voilà. On devait choisir sur l'interface ici où est-ce qu'on voulait placer le rond, la croix, etc. Et on jouait contre l'ordinateur. Et ce qui est merveilleux avec ce jeu, c'est qu'il a inventé très rapidement, en 1950, le concept de niveau de difficulté. Car l'intelligence artificielle est un mot un peu excessif, mais bon, l'ordinateur comprenait, parce qu'il y a très peu de possibilités hein, au morpion. Hein. Si on met sa case au départ au centre, on est quasiment certain de gagner ou de faire égalité. Si on n'est pas trop bête, on est sûr de ne jamais perdre quand on commence. Et bien justement, l'ordinateur, il faisait volontairement des erreurs si c'était à lui de commencer. Il allait placer son rond, par exemple, ici. Et là, il y avait possibilité de le battre. Et puis, plus on allait en niveau de difficulté croissante, plus l'ordinateur plaçait logiquement ses cases le plus près possible du centre quand il commençait. Et ça, c'était lors d'une exhibition, donc une exposition, au Canada, à Toronto, en 1950. Encore une fois, après 2 semaines, il a été détruit parce qu'on ne voyait pas du tout l'intérêt de le faire à grande échelle. Néanmoins, on reconnaît presque une borne d'arcade. Ensuite, après, alors là, c'est plus compliqué. Après donc, ces essais très empiriques, il y a des gens qui se disent non, mais on pourrait essayer de faire une interface plus petite pour essayer de gérer un vrai jeu qui serait un jeu de tennis. Et bien évidemment, c'était des universitaires, des professeurs d'université. Hein, bien évidemment, ils étaient au laboratoire national de Brookhaven à New York. Ce n'étaient pas des gens qui étaient là juste pour s'amuser. Hein. Ils faisaient ça sur leur temps libre. Et puis, ils devaient faire une journée porte ouverte. Ils voulaient intéresser les gens parce que ça n'intéressait personne. Leur stand, personne n'y allait jamais. Alors, ils se sont dit, on va faire quelque chose de visuel qui va interpeller les gens. Et en effet, ça a excessivement bien marché. Il y a eu même d'autres variantes qui ont été faites par leurs propres élèves par la suite. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est assez impressionnant. Ça s'appelle Tennis for Two en 58, et c'est le premier vrai jeu vidéo. C'est pas un écran vidéo, c'est encore une fois basé avec une technologie d'oscilloscope, mais le concept est là. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà une physique de balle, et ça, c'est impressionnant. C'est pas juste quelque chose qu'on déplace, il y a quelque chose à l'écran pour lesquels on doit utiliser ses réflexes.
Alors l'interface est excessivement complexe. On a une grosse manette avec un gros clic et un potentiomètre. Et ça ressemble quand même fortement à un vrai jeu vidéo. Voilà, alors la manette est incroyable. Et ce qui est impressionnant, c'est ce rebond. Et il y a un filet. Alors, le filet n'est pas actif. Néanmoins, il y a un rebond sur le sol. Voilà. Et on peut déplacer sa balle, on joue tout seul, hein. Un peu comme on veut. Donc il faut accepter le fait que il y ait des rebonds un peu spéciaux où on puisse faire des smash un peu n'importe comment. Alors voilà avec quoi ça tourne. Une sorte de micro logique très rudimentaire et ça fonctionne très bien. Donc après on a recréé d'autres choses comme le tic-tac-toe, c'était très pratique en fait, hein, le morpion, parce que c'est extrêmement simple, hein, à faire. Et on ne va pas dire coder, parce qu'à l'époque, la notion de code était encore très floue. En 1959, on a fait un tic-tac-toe. On pouvait jouer avec un crayon optique. Déjà en 1959, alors un crayon optique, c'est pas compliqué. C'est un crayon, stylo, on va dire, qui est branché à une interface. Et on appuie sur l'écran. Et l'ordinateur comprend qu'on a appuyé à cet endroit-là et donc va placer une croix ou un rond à cet endroit-là. C'est l'ancêtre de la souris, c'est l'ancêtre de tout ce qui est terminaux tactiles, comme par exemple les doigts sur les téléphones modernes. Et ça, on n'imagine presque pas qu'en 1959, on le faisait déjà. Il y a une vidéo qui est assez impressionnante d'ailleurs, où on voit comment ça fonctionne, en haut à gauche. Alors bien évidemment... Là, on a les scanlines, donc le taux de rafraîchissement ne permet pas de faire une vidéo propre, mais en réalité, tout est fixe, hein. Et voilà, on appuie directement dessus et l'ordinateur va faire le coup suivant. C'est totalement incroyable pour l'époque, hein, bien évidemment. 59, alors il faut savoir aussi qu'on a créé par exemple Space War, ce jeu qui est un jeu fait par des étudiants, hein, sur un PDP-10. Alors ça, c'est l'écran de contrôle. Alors c'est un jeu spatial. Donc l'avantage, c'est que quand on fait des jeux dans l'espace, il n'y a pas besoin d'afficher grand-chose. On doit afficher un vaisseau, donc un point blanc, des étoiles, donc des points blancs, et puis l'espace, donc du noir. Alors, le noir, on n'a pas besoin de l'afficher, c'est l'avantage. On a juste à afficher les points blancs. Ça, on savait le faire à l'époque. En 1962, on savait le faire. Et donc ça, c'est l'écran de contrôle. Mais l'ordinateur, pour le faire tourner, c'est un PDP-10, c'est ce qu'il y a en dessous. Et ça, c'est la moitié. Voilà, ça tenait dans 2 pièces pour afficher des points blancs. Donc on imagine à quel point c'était réservé à ou une élite, mais surtout en fait à des universitaires qui s'amusaient. Alors, il faut savoir que lorsqu'on avait des programmes comme ça, on n'avait pas de support de stockage, donc on devait réécrire la totalité du programme à chaque fois qu'on voulait le lancer. C'est un peu long. C'est pour ça que les universitaires, ils avaient le temps. Ils restaient le soir dans les locaux et puis ils faisaient ça. Et sans eux, on n'aurait quasiment rien de ce qu'on a actuellement. Donc, entre 1958 et 62, le jeu vidéo commence à exister, à se conceptualiser. Et puis surtout, la possibilité pour les étudiants de programmer. Après, pour que quelque chose fonctionne dans le monde, on va dire dans le monde classique, pas ni dans les universités, ni pour l'armée, il faut le commercialiser. Sinon, il y a fort peu de chances que ça existe. Voilà. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour les jeux vidéo avec les bornes d'arcade. Vous allez voir que, étonnamment, les bornes d'arcade, c'est pas si récent que ça. Par exemple, en 1967, on avait déjà... Alors, on a des querelles de clochers entre historiens à propos du premier jeu d'arcade. Mais moi, à mon sens, j'estime que c'est Periscope parce qu'on n'a pas trouvé de choses plus anciennes que ça. 1967, c'est quand même assez conséquent. Periscope. Alors Periscope, c'est très rigolo parce que c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu d'arcade qui est entièrement électromécanique. C'est-à-dire que vous regardez là-dedans un périscope et vous devez abattre au loin des bateaux qui passent. Mais ces bateaux, ils sont faits en carton. Donc là, vous avez un bateau qui passe en carton et devant vous, là, vous avez une ligne de petites diodes. Et quand vous appuyez sur le bouton qui est en dessous, ça allume successivement les diodes jusqu'à arriver
dans une ligne d'attaque, là au fond. Et si jamais le bateau passe exactement à cet endroit-là, au moment où la dernière diode s'allume, ça veut dire que vous l'avez touché avec votre torpille. Exactement comme le tir au pigeon, sauf qu'au lieu d'avoir un flingue ou ce que vous voulez, ben vous avez des petites diodes qui s'avancent, quoi. Et selon le moment où vous appuyez, ben, vous y arrivez ou pas. Alors évidemment, les bateaux en carton, quand on les touche, ils tombent, et puis ils n'avancent pas tous à la même vitesse. Donc il y a une notion de réflexe réel. On ne peut pas deviner vraiment à chaque fois à quel moment il va passer. Alors ça, évidemment, il n'y a pas d'écran, donc ce n'est pas un jeu vidéo, mais ça reste la première borne d'arcade. C'est Sega qui fait cette borne d'arcade. Déjà à l'époque, alors vous allez me dire, oui, mais Sega, c'est bizarre, en 67, qu'est-ce qu'il faisait? Sega, c'était une société américaine, parce que beaucoup de gens pensent que c'est japonais. Alors maintenant, c'est japonais. Depuis 2004, c'est entièrement japonais, mais avant, c'était pas japonais, c'était américain. Ça veut dire Service Games. Et ces personnes étaient en fait des importateurs de produits américains au Japon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les Japonais voudraient des produits américains? Les Américains voulaient des produits américains parce qu'au Japon, bah, on avait un peu perdu la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'étaient pas du bon côté de la barrière. Et il y avait des bases américaines. Et pour les GIs qui étaient stationnés au Japon, l'intérêt, c'était de pouvoir s'amuser lorsqu'on avait du temps libre. Parce qu'autrement, ils allaient dans les bars, c'était pas terrible. Donc on leur avait construit ce qu'ils connaissaient, donc des bowling. Et les bowling, c'est plein de vides. On a bien sûr les lanes, les lignes pour jouer au bowling, mais on a aussi des gens qui attendent. Et plus les gens attendent, plus ils s'énervent. Et alors, il leur fallait de la musique, alors on importait des jukebox. Et puis il leur fallait des choses pour s'amuser. Alors on a inventé plein de choses, dont les bornes d'arcade. Et Sega s'est fait un spécialiste là-dedans. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une querelle aussi? C'est parce que ce n'est pas Sega qui l'a fabriqué réellement. Techniquement, ce serait une coopération avec, à l'époque, déjà Namco. Donc c'est un peu complexe. Ensuite, on a eu une incroyable idée de Ralph Baer, qui n'a rien à voir avec Edouard, qui, en 1951, a eu l'idée de, voyant que tout se miniaturisait, et que finalement, de plus en plus de choses devenaient petites, il s'est dit, bah, est-ce que je ne pourrais pas fabriquer une console, enfin, ça ne s'appelle pas une console, mais en fait, un objet qui permettrait de jouer chez soi. Le jeu vidéo, finalement, à cette époque-là, c'était pas grand-chose. C'était afficher quelques carrés sur l'écran. Afficher quelques carrés sur l'écran, on savait le faire avec pas grand-chose. On n'avait pas besoin d'un PDP, comme on l'a vu tout à l'heure. On pouvait le faire avec 3 francs 6 sous, très clairement. Donc il a pris un peu de bois, il a pris des choses qui traînaient chez lui, hein, des potentiomètres. Il a créé ce qui s'appelle la Brown Box, qui est là. Et c'est l'ancêtre de ce qu'on voit au-dessus, l'Odyssée, la première console de salon. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que cette Odyssée, elle est sortie en 1972. Donc on peut estimer que le jeu vidéo, réellement, en tout cas de manière commercialisée, a existé en 1972. Et c'est assez impressionnant, chez soi, hein. C'est assez impressionnant de voir que ça s'est extrêmement bien vendu, puisqu'ils en ont vendu 300 000 d'un produit que personne ne connaissait, hein. Alors bien sûr, il y avait un renfort de publicitaire qui était assez énorme, mais néanmoins, vendre 300 000 exemplaires aux États-Unis, c'était inespéré pour Ralph Baer. Alors je vais vous montrer publicité pour comprendre comment fonctionne l'Odyssée. À l'époque, on pouvait afficher que 3 carrés à l'écran. Quand vous avez 3 carrés, vous ne faites pas un jeu vidéo parce que vous n'avez pas de graphisme. Donc ces graphismes, ce n'étaient pas des vrais. Quand on achetait un jeu ou quand on achetait une console Odyssey, on avait des choses en plus dans la boîte qui étaient énormes. On avait ce qui s'appelle des layers, donc on va dire des transparents en plastique, de 2 tailles différentes, parce qu'il y avait 2 tailles de télé différentes, 36 cm, 50 cm. On prenait ces transparents qui avaient des dessins dessus, on les posait sur l'écran, et avec l'électricité statique des écrans de télé à l'époque, ça restait collé à l'écran. Et à ce moment-là, on déplaçait, donc avec ces manettes, les carrés à l'écran. Et c'est tout ce qu'on faisait. Donc selon ce que vous mettiez comme transparent, vous aviez un jeu différent. Alors il y avait bien des fausses cartouches qu'on mettait dedans pour faire croire qu'on changeait de jeu. Dans l'absolu, les jeux étaient vraiment à l'intérieur de la console dès le départ, tous. Et ce qu'on mettait
derrière, qui ressemblaient à des cartouches, n'avaient aucune information dessus, servaient juste de cavalier logique. C'était plutôt bien pensé pour vendre des choses en plus. Et on avait dans chaque boîte des billets, comme des billets de Monopoly, des jetons, donc ces petites cartes qui étaient censées être des cartouches. Et puis on avait aussi des dés, des petits pions, etc. Et en fait, c'était des jeux comme des jeux de société, mais avec de la vidéo sur la télé. Et alors je vais vous montrer la pub. Ça, c'est merveilleux. Vous allez vite comprendre. Hein. Alors, on met l'écran, on met le truc sur l'écran, et là, hop, directement, on a un jeu de hockey. Vous voyez, 3 carrés, c'est tout ce qu'on a. Alors, on peut ajouter ensuite un autre jeu, et ça montre bien hein, le tennis, 3 carrés, la roulette, 3 carrés, la géographie, 3 carrés, le ski, 3 carrés. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez fantastique. C'est de réussir à faire autant de jeux avec strictement rien à l'écran, juste un transparent avec des dessins. Du génie, du pur génie. Et puis, Ralph Baer, il est bien sympa, mais il y a d'autres personnes qui ont aussi des idées et qui profitent du fait qu'on commence à inventer ce qui s'appelle les transistors pour réfléchir et se dire, mais on va pouvoir miniaturiser encore plus. Alors déjà, ils se font la main sur autre chose. Alors, bien évidemment, on parle d'Atari. Le fondateur Nolan Bushnell essaye en 1971, donc très tôt, de commercialiser une sorte de borne d'arcade avec un écran vidéo cette fois-ci, hein, pas comme ce qu'on a vu en 67. Cette fois-ci, il y a un vrai écran vidéo et il essaye de créer un jeu qui s'appelle Computer Space. Et le problème, c'est que Computer Space, c'est un jeu, comme vous pouvez le remarquer, où on ne comprend rien parce qu'il y a beaucoup trop de choses à l'écran. Il y avait même une notice pour apprendre à jouer. Alors vous imaginez bien, quand vous avez 5 minutes pour jouer à un jeu d'arcade, lire une notice, c'est pas forcément génial quand il y a le mec bourré derrière qui fait hey, « salut, laisse-moi jouer, c'est tranquille ». Donc, c'est un gros échec. Alors surtout aussi parce que c'est très peu maniable. Par exemple, quand on tire, alors c'est un jeu dans l'espace, quand on tire et qu'on bouge son vaisseau, le tir, il bouge en même temps. Ce qui fait que l'ennemi, on ne le touche plus. C'est un peu embêtant, c'était pas différencié. Flop total. Et là, il se dit, bon, c'est con, parce que j'ai quand même bien réfléchi au produit. C'était assez intelligent. J'ai mis tout ce qu'on savait faire à l'époque en technologie là-dedans. Puis il dit, bon, on va essayer autre chose. Alors, il fonde sa société, Atari, 1972. Et puis, il va voir un de ses collègues... Puis il lui dit, mais tu veux pas me faire un truc plus simple? En fait, nous, notre truc, c'était trop compliqué. Fais-moi quelque chose de simple. Le mec, il fait d'accord. Il dessine 3 bâtons. Il met un trait. Il fait, tiens, c'est un jeu de tennis de table. Un jeu de ping-pong. Banco. Il y a besoin d'explications? Non. Nickel. Et ils ont créé la borne Pong, voilà, qui était très reconnaissable. Alors, il faut savoir aussi que la borne de Computer Space avant... Elle était marron, on la voyait pas, ils la mettaient au fond des cafés, tout le monde s'en foutait quand même. Voilà, vraiment, c'était pas intéressant. Mais cette borne Pong, elle est jaune. Et les gens, ils la voient de loin. Alors ils arrivent, ils comprennent pas trop, ils mettent une pièce. Puis là, c'est simple. Voilà, on a juste un petit potentiomètre là qu'on tourne. Ça fait bouger une raquette. Et puis si on veut jouer à 2, hop, un autre potentiomètre, ça fait bouger une autre raquette. Puis on comprend tout de suite que la balle, elle revient, elle rebondit, puis c'est tout. Et ça plaît énormément. Alors ça a même fait... on va pas parler de ce qu'il y a pu y avoir au Japon comme problème avec... mais là, il y a eu aussi des problèmes de rupture de stock de pièces de quarters, en fait, de 25 cents, parce que ça se jouait avec ces pièces-là. Et les gens venaient et bourraient les monnayeurs parce qu'ils voulaient absolument jouer à Pong. Et ça, c'est absolument fabuleux. 1972, là, on peut dire que le marché du jeu vidéo a vraiment, vraiment commencé cette année parce qu'on a et Pong et l'Odyssée. On pouvait jouer dans les cafés, on pouvait jouer chez soi. Révolution totale. Pong a tellement bien marché qu'il y a eu des copies. Ils ont décidé surtout de le sortir à la maison. Ils en ont vendu pas mal. Grâce à Sears. Et ils ont fait en 1975 le Pong 2 salon, donc distribué chez Sears aux États-Unis, avec aussi un logo qui était plutôt pas mal. Et on reconnaît les deux, les deux raquettes.
et la balle au milieu qui est le haut. Donc en fait, il y a une logique de logo en plus, c'est plutôt sympa. Ça se vend quand même à 150 000 exemplaires juste à la sortie. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est un carton pas possible. Le problème étant que ils n'ont pas déposé de brevet pour le transistor qui le fait fonctionner. Et ce transistor, à produire, il coûte 3 $. Ah, ça coûte pas cher. Après, il suffit de construire quelque chose autour, de mettre 2 manettes ridicules avec des potentiomètres nuls, et tout le monde en fait. Par exemple, en Bourgogne, il y a Seb, c'est à Solongé, à côté de Dijon. Bah, ils ont fabriqué la Téléscore. Alors, il y en a eu 3 versions d'ailleurs. Celle-là, c'est la mienne. Et c'est tout simple, hein. Vous avez ça, 2 tirettes. Bah, si vous la mettez en haut, la raquette va en haut. Si vous la mettez en bas, la raquette va en bas. Et puis, les scores, c'est même pas à l'intérieur du jeu. C'est des trucs de baby-foot, quoi, hein. On déplace la tirette, la réglette, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vraiment magique, quoi. On était quand même dans l'empirisme le plus total. Et tout le monde en a fait. Vous avez Zanussi. En Italie, c'est quand même des gens qui faisaient des machines à laver. Ils ont fait un Pong. Tout le monde a fait des Pong, y compris Nintendo. Sauf que Nintendo, en 1977, parce que tout le monde pense que la première console, alors c'est pas faux d'ailleurs, parce que c'est pas une console, ça c'est un Pong, mais la première incursion dans le jeu vidéo par Nintendo, c'est 1977. Et eux, ils ont été très forts, c'est qu'ils ont rajouté la couleur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et à chaque fois, Nintendo a de toute façon essayé d'innover, même si parfois ils se sont gourés, ils sont allés trop loin. Là, au moins, même là, ils ont réussi à innover. Et d'ailleurs, bon, j'en parlerai plus tard, mais Nintendo a même contacté Atari à un certain point, à un certain moment de son histoire. Et si jamais ils avaient réussi à faire quelque chose avec Atari, bah peut-être que le jeu vidéo ne serait pas devenu ce qu'il est devenu maintenant. Atari, toujours, commercialise en 1977 son VCS. Alors, tout le monde l'appelle Atari 2600. Elle ne s'appelle pas Atari 2600, cette console. Quand elle est sortie, elle s'appelait la VCS, Video Computer System. Et cette VCS, elle avait été précédée en 1996 d'une autre machine qui s'appelle la VES. Alors, c'était très proche. Du coup, la VES, ceux qui l'ont créée, c'est Fairchild, ils l'ont rappelé la Fairchild Channel F, qui est une console qui n'a rien à voir avec ça, hein, qui est vraiment très mauvaise, qui est plutôt l'équivalent d'un Pong. Et pour se différencier aussi, Atari a décidé de renommer sa machine bien plus tard, en 1982, l'Atari 2600. Parce qu'ils ont sorti l'Atari 5002. Donc, la période 77-82, il ne faut jamais dire Atari 2600, il faut dire VCS. Voilà. C'est juste un détail, mais ça reste historique. Et là, ils en vendent vraiment beaucoup, puisqu'ils en vendent en tout 40 millions. Là, on n'est plus dans les 150 000. Là. Sur toutes les... Alors, l'arrêt de la production, c'est en 92. Hein, donc là, les 40 millions, c'est sur quand même une très large durée. Et ce qui est intéressant, c'est que cette console, non seulement elle était bien faite, elle avait des graphismes, donc là ça changeait absolument tout, hein, ça n'a rien à voir avec un Pong. En plus, elle avait des cartouches qu'on pouvait acheter chez le vendeur. Et surtout, il y avait des couleurs. Et les grands noms du jeu vidéo ont commencé sur cette console, comme par exemple là on voit Pitfall, donc codé par David Crane. David Crane, c'est un Anglais de génie. Il a créé ce jeu, et ce jeu, il fait 22 kilooctets de mémoire. Je ne sais pas si vous imaginez, mais je pense sincèrement que sur Word, le fait de taper une lettre, ça prend déjà plus de mémoire que ça. Voilà, c'est totalement incroyable. Et il a réussi à faire un jeu fini, complet, avec une map, une carte, avec des pièges, avec un gameplay qui changeait, parce qu'il fallait sauter, s'accrocher, éviter des pics, des crocodiles. C'était absolument génial, quoi. Et ça se fait quand même en très peu de temps, parce qu'on est passé en 1972 d'un Pong tout banal à ça, quoi, qui était vraiment exceptionnel. Et puis bien sûr ce joystick mythique. Alors bien sûr, tout le monde leur a emboîté le pas à Atari. Ils ont essayé de faire des choses qui ressemblaient.
parfois de très bonnes consoles, comme la ColecoVision ou l'Intellivision, donc par CBS, par Mattel, par Coleco. Tout ça, c'était vraiment très bien, mais, encore une fois, là où Atari était intelligent avec sa manette à un seul bouton et 4 directions, eh ben les autres, ils voulaient se différencier, alors ils rajoutaient des touches, plein de touches. Et en fait, les gens, les touches, ils n'en voulaient pas, ils voulaient que ce soit simple. Alors ça s'est un peu moins vendu, beaucoup moins vendu que l'Atari 2600. Alors c'est pas des clones, parce que les jeux sont un peu différents. Néanmoins, certaines cartouches d'Intellivision ou de ColecoVision, alors pas toutes, sont compatibles avec l'Atari 2600. On peut les mettre dedans, hein. C'est pour dire qu'à peu de choses près, l'intérieur était le même. Et puis, il y a d'autres choses qui sont arrivées sur le marché. Nintendo, qui a commencé à être très puissant, commence en 1980 à créer des jeux électroniques, les Game & Watch, les fameux Game & Watch, qui fonctionnent très 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 bien. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'avais 6 ans, j'avais les Schtroumpfs. Voilà. Ça me servait aussi de réveil. Ça faisait tout. Voilà, ça faisait de la musique, bon, ça faisait bip bip, c'était bien. On aimait bien. Et puis Microvision, qui invente quelque chose d'exceptionnel quand même, ça il faut vraiment le dire, c'est-à-dire la console portable à cartouche interchangeable. Mais pour changer le jeu de la Microvision, on ne mettait pas une cartouche à l'intérieur, non. On changeait la totalité du placard, là. C'est-à-dire que chaque jeu avait une couleur, vert, bleu, rouge, et là, par exemple, c'est celui de base qui est gris. Mais si vous mettiez un autre jeu, ben ça, c'était plus gris, c'était carrément autre chose. Il fallait enlever la moitié de la console, la changer, et on avait un autre jeu. Et parfois, on n'avait même pas le même contrôleur en dessous. C'était incroyable, c'était hyper innovant, et ça fonctionnait très très bien. Mais on a également quelque chose qui tend à émerger de manière fondamentale, c'est le marché du jeu vidéo sur ordinateur personnel. À cette époque-là, les ordinateurs personnels commencent à se démocratiser. Alors on est loin des PC actuels, hein, ça n'a rien à voir. On avait des ordinateurs qui étaient particulièrement difficiles à programmer, néanmoins on y arrivait très bien. Par exemple en France, dans les années 80, et j'en ai profité d'ailleurs quand j'étais petit, il y a un programme qui s'appelait Informatique pour tous. Et pendant plusieurs années, moi j'ai commencé à coder à 8 ans à l'école, en CE1. En CE1, on m'a appris à coder sur un MO5. C'était absolument génial, quoi. On n'imaginait pas à l'époque qu'on pouvait faire autant de choses. Et je rentrais quand même à la maison en sachant des choses que mes parents ne savaient pas. Et c'est exceptionnel de pouvoir faire ça. Je peux vous dire qu'on gagnait quand même des galons dans la famille assez fondamentaux. Hein. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, en 1983, parce que les gens connaissent plus ou moins le crack du jeu vidéo, alors c'est très relatif, hein, cette histoire. C'est le crack du jeu vidéo américain. Il ne faut jamais dire que c'est un crack du jeu vidéo mondial, c'est pas vrai. Atari avait tellement vendu d'Atari 2600 de par le monde, qu'arrivé à Noël 1982, plus personne n'en a acheté. Ça faisait déjà 5 ans que c'était sur le marché. Personne n'a acheté d'Atari 2600. Tout le monde en avait. Vous avez vu les scores tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'un marché qui valait $1 milliard, c'est un marché qui est devenu 100 millions, 10 millions de dollars. Et Atari, ils étaient à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Alors ils l'ont un peu fait, puis ils n'étaient pas tout à fait morts, mais néanmoins, c'était plus rien. Alors, le marché du jeu vidéo est passé de 3,2 milliards de dollars en 82 à moins de 100 millions en 85. Vous imaginez la chute vertigineuse des actions. Et Atari, ils étaient très mal. Et un petit peu avant, Nintendo était passé les voir en leur disant ah, vous avez fait l'Atari 2600, c'est génial. Nous, on sent qu'il y a un marché au Japon. Vous ne voudriez pas nous en faire une pour nous? Et là, Atari, ils ont dit non, vous savez, le marché, vous là, les Japonais, vous êtes gentils, mais votre marché, il n'est pas gros, quoi. Puis en plus, il faudrait tout écrire en japonais, et on ne peut pas le faire, c'est pas possible. On n'a pas assez de... Ce qui est vrai, hein, d'ailleurs. On n'a pas assez de pixels sur l'écran pour fabriquer des katakana ou des hiragana, ou même des kanji. Enfin, des katakana ou des kanji, pardon. C'est très difficile. Donc, ils avaient dit non.
Nintendo, ils ont dit, bah, vous voulez pas le faire, on va le faire nous-mêmes. Et en 83, la même année qu'Atari plongeait, Nintendo sortait sa Famicom et révolutionnait le monde du jeu vidéo. Il faut bien le dire, hein, la qualité graphique qu'il y a, la différence de qualité graphique entre une Atari 2600, vous avez vu tout à l'heure le nombre de pixels qui était très limité, et une Famicom, c'est la NES qu'on a eue chez nous, ça n'a rien à voir. En plus, Nintendo avait ajouté des fonctionnalités incroyables, comme par exemple un micro sur la manette 2, ce qui était exceptionnel. Et puis, ils avaient trouvé des petites techniques pour ne pas payer ça trop cher. Par exemple, ils n'avaient pas mis de connectique. Voilà, les manettes étaient soudées. Puis les fils faisaient 50 cm. Comme ça, avec 1 mètre, on en faisait 2. C'était pratique. Et puis, on les rangeait à l'intérieur. Ça nous évitait d'avoir encore des choses en plus, des choses d'acheter, des manettes à côté ou quoi. Ça n'allait pas. Tout ça, c'était trop cher à produire. Et pourquoi est-ce que ça qui est très drôle, la Famicom, elle a ces 2 couleurs qui sont mythiques, blanc et Elite 20, violet Elite 20. Alors, tout simplement parce que c'était les 2 couleurs de plastique les moins chères. Et si ça avait été le bleu et le jaune, ça aurait été une console Ikea, quoi. Voilà, donc c'est vraiment le hasard. Et maintenant, c'est emblématique. Je veux dire, voilà, on ne peut pas voir ces 2 couleurs sans penser immédiatement à la Famicom. Donc c'est assez exceptionnel. Parfois, le hasard joue de bons tours. Donc cette Famicom, elle se vend vraiment très très bien. Elle coûtait quand même très cher. Alors je vais parler de la NES pour l'Europe, de la NES pour les États-Unis et de la Famicom pour le Japon. Techniquement, c'est une machine qui est très proche. Il y a des différences, mais on va les oublier. Sortie en 83 au Japon, en 85 aux États-Unis, en 87 en France, pour un prix à l'époque qui était quand même assez élevé, de 1490 francs. Et là, ils en vendent en tout 62 millions. Bon, voilà. Alors, sur beaucoup d'années, parce que la fin de production de la NES, avec toutes les itérations, les nouvelles NES qu'ils ont sorties, alors je ne parle pas des toutes nouvelles en HDMI, c'est arrivé quasiment au milieu des années 90. Donc, il y a eu du temps. Ensuite, donc, Nintendo prend le relais d'Atari, très clairement. Atari essaye de vivoter, sort des consoles en 1986, en 1982, en 1986, Atari 5002, Atari 7008, ça prend plus, quoi. Voilà, on n'y croit plus, on a compris qu'Atari, de toute façon, il voulait faire de l'argent. Et puis, il y a des gens qui se disent, les Américains, ils ne sont pas trop bien vus au Japon, la preuve. Nous, on est Américains, on est au Japon. C'est ces gars dont je vous parlais tout à l'heure. Ils se disent, on va essayer de faire pareil. Alors, on va s'acoquiner avec des Japonais. Comme ça, on ne passera pas pour des gens de mauvaise compagnie. Et puis, on va fabriquer, donc au départ, la SG-1000. Alors, il y a eu d'autres versions de consoles, mais je vous mets que celles qui sont un peu connues. La SG-1000, qui était une sorte de Pong améliorée. Et puis, vraiment, la Sega Mark III, qui est l'ancêtre, la version japonaise de la Master System, qu'on connaît, parce qu'on a eu chez nous. Et ce qui est très beau, c'est que la SG-1000 est sortie le même jour que la Famicom. Mais elle était bien moins intéressante. Graphiquement, la manette, vous pouvez remarquer que c'est un stick. Parce que Nintendo n'a pas inventé le stick. On avait un stick déjà à l'époque, mais on avait 2 boutons qui étaient très mal placés. Et à vrai dire, cette console, elle ressemblait plus à une sorte de mini borne d'arcade. Ce que Sega, d'ailleurs, a continué à faire pendant des dizaines d'années, à essayer de faire de l'arcade à la maison. C'est malheureusement ce qui les a perdus. Alors, je vous laisse les textes. Je ne vais pas tous les lire. C'est pour vous, si jamais ça vous intéresse. La Master System, en traversant les océans, la Mark III devient la Master System. Et ça fonctionne plutôt bien. Étonnamment, ils en vendent quand même 12 millions. Il y a plein de gens qui pensent que la Master System, ça a été un bide et tout. Pas du tout. Ça s'est très bien vendu. Et ce qui est marrant, c'est que pendant ce temps, il ne faut pas oublier que la France, elle existe. Et pendant que les consoles se vendent au Japon, aux États-Unis, avec des jeux qui sont très marqués, très plateforme, très colorés, en France, en Espagne aussi d'ailleurs, on a des micro-ordinateurs.
Et on s'en sert, on sait les coder. On fait des jeux exceptionnels qui fonctionnent très bien. Il y a un âge d'or français qui se situe à peu près entre 1983 et 1987, incroyable, où il y avait énormément de production de jeux français qui fonctionnaient très bien. Alors, bien évidemment, sur des ordinateurs que vous aurez du mal à faire tourner maintenant. Néanmoins, il ne faut pas penser qu'en Europe, on était lâché. Et puis après, il y a eu ce qui s'appelle la guerre des consoles. Alors la guerre des consoles elle est très relative parce que finalement, les éditeurs entre eux, enfin les développeurs de consoles, ils s'aiment bien, ils se connaissent tous très bien. Mais là, on va un petit peu casser des clichés. Parce qu'on imagine toujours que Nintendo a remporté haut la main la guerre à chaque fois. Vous allez voir au niveau des chiffres de vente, c'est pas toujours ça. Au départ, on avait Nintendo et Sega qui se tiraient la bourre sur des consoles. Alors, je vous parlerai plus tard de la NES. On a parlé tout à l'heure de la NES et de la Master System, mais ils avaient aussi des portables. Bien évidemment, vous connaissez le Game Boy. Alors là, il n'y a pas photo. La Game Gear, 10 millions de ventes. Le Game Boy, 119 millions de ventes. Parce qu'on compte aussi le premier Game Boy, le Game Boy Pocket, Game Boy Color, alors que la Game Gear, malheureusement, il n'y en a eu qu'une. Et elle n'a pas bien marché. Alors pourquoi est-ce qu'une console 8 bits, monochrome, avec un système sonore dégueulasse, face à une 8 bits aussi, mais couleur, avec un système sonore qui est quand même bien... On a ici une personne qui en répare, donc qui peut le dire, quand même plus évolué. Pourquoi est-ce qu'elle a gagné cette guerre ? Tout simplement parce qu'elle avait une autonomie qui était largement supérieure. Et c'était ce qui était important. Là, on mettait 6 piles dans la Game Gear et ça durait 3-4 heures. Alors que là, on en mettait 4 et ça durait 10-12 heures. Évidemment, c'est ce qu'on préférait. Parce que les piles coûtaient très cher. Mine de rien, il fallait prendre ça en compte quand on achetait une console aussi. Et ça a vraiment marché. En plus, elle a eu la chance de sortir au Japon 1 an avant, de sortir aux États-Unis 2 ans avant et de sortir en France 1 an avant. Donc même si elle était de moins, on va pas dire de moins bonne qualité parce que c'est pas vrai, mais moins intéressante techniquement parlant, elle s'est mieux vendue. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne déméritait pas puisque Atari avait sorti en 1989 la Lynx, qui est une console portable aussi, couleur 16 bits. Ce que peu de gens savent, c'est que la console, la Lynx, c'est une console 16 bits qui est sortie en 89, la même année que la Game Boy. Mais c'est pareil, elle mangeait trop de piles, elle était mal conçue, elle était lourde, elle était vraiment très mal faite. Et tout comme la Game Gear, on les appelait à l'époque, pour rigoler, les consoles portables de salon. Parce qu'on était obligé de les brancher sur le courant pour pouvoir jouer, tellement ça bouffait des piles. Ensuite, on a eu la Seconde Guerre, évidente, bien évidemment, avec une guerre forcenée aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on a droit à la publicité comparative. Et cette pub incroyable de Sega, qui pour se moquer du processeur sonore de la Super Famicom, de la Super Nintendo, et d'autres choses, disait « Sega does what Nintendo don't ». C'est une blague, bien sûr, un jeu de mots. Sega réussit à faire ce que Nintendo ne peut pas faire. Et c'était assez vrai. Néanmoins, si on regarde les chiffres, la Super Nintendo réussit à battre la Mega Drive, mais d'une courte tête. On n'est pas non plus dans l'écrasante victoire du Game Boy sur la Game Gear. On n'a que 9 millions de différence. Il faut savoir qu'en plus, la console coûtait plus cher, la Super Nintendo coûtait plus cher, et elle est sortie 2 ans après. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en sortant après, ils ont réussi à en vendre plus. Bon, voilà. Ce que peu de gens savent, c'est que la Mega Drive est sortie au Japon en 1988, donc dans les années 80. Tout le monde pense que c'est une console des années 90, parce que nous, on l'a eu, comme vous pouvez le voir, en 1990 et à Noël. Donc, potentiellement en 1991, parce qu'à 5 jours près, on était en 91. Et vraiment, l'intérêt de Sega, le coup de génie, c'était de créer Alex Kidd, puis de créer Sonic. Voilà. Alors Alex Kidd, c'était un peu la mascotte de la Master System, mais Sonic, ça a été la grosse mascotte de la Mega Drive. Et en fait, ils ont réussi à créer des mascottes réelles fondamentales. Alors en face, il y avait Mario,
Passé Mario, il a fallu attendre assez longtemps pour en avoir d'autres. Hein. Mine de rien, c'était pas tout ça. Et ben Mega Drive, la Mega Drive, ils arrivaient à la vente grâce à ça. Des nouvelles franchises, des personnages rigolos, et puis des publicités, spécifiquement en France, parce que nous, on a eu le Sega, c'est plus fort que toi, avec le punk et tout. Et il se trouve qu'il n'y a qu'en France qu'on a eu, ça n'existe pas. Le punk n'existe dans aucun autre pays. C'est un agent de pub français qui a décidé de faire ça parce qu'il trouvait ça décalé et il pensait que ce serait pas mal pour les gosses. Comme quoi, parfois, il connaissait rien aux jeux vidéo, le type. Hein. Pas mal. L'avantage de la Super Nintendo aussi sur la Mega Drive, et c'est ce qui va faire la renommée de Nintendo, la Super Nintendo, donc, c'est le fait qu'il n'y avait pas que des jeux d'arcade. Si on regarde bien la ludothèque de la Mega Drive, on va voir des jeux de baston, on va voir des beat'em up, on va voir des jeux de voiture, on va voir des jeux d'arcade, vraiment ce qu'il y avait dans les salles d'arcade et ce que Sega savait faire. Mais si on regarde du côté de la Super Nintendo, on va voir quoi? On va voir des RPG. Mais plein. Des jeux qu'on achète et on les finit 60-70 heures plus tard. On en a pour son argent. Alors que sur Mega Drive, ben, finalement, quand on n'a pas un pote à la maison, c'est pas très rigolo de jouer à Streets of Rage tout seul, quoi. On s'ennuie, quoi. C'est exactement le problème qu'avait Sega avec la Mega Drive, c'est qu'ils étaient bloqués sur leur système d'arcade. Et ça, Nintendo a réussi à s'en affranchir et a créé aussi son seal of quality. Alors ça, on l'avait déjà depuis la NES. Et le faire fructifier dans la Super NES, c'est-à-dire de dire les meilleurs jeux, voilà, ils sortent sur la console et les pas bons, on les met même pas. Gage de qualité, et ça les gens aiment bien parce que ça coûtait très cher quand même. Hein. Et après, la deuxième guerre des consoles, là où on fait rentrer le nouveau, quoi, Sony, il est rentré, il n'a pas fait semblant lui. Hein. Il est arrivé, il a dit tiens, dégage, toi tu te casses. Et puis, il a vendu genre 3 fois plus que les autres. Là où Sega s'est planté avec sa Dreamcast, sortie en 98, alors je vous passe la Saturn, parce que si on voulait être vraiment juste, on mettrait la Saturn en face de la PlayStation. Mais la Saturn, ce serait être méchant par rapport à Sega que de la mettre là-dedans. Parce qu'en France, vous savez très bien que la Saturn, elle ne s'est pas très bien vendue. Elle s'est vendue au Japon, parce qu'il y avait énormément de jeux dessus, mais le marché japonais ne suffit pas à égaler un marché international, comme par exemple celui de la N64, celui de la PlayStation. Donc j'ai préféré mettre la dernière console de Sega et ne pas la mettre, par respect pour elle, en face de la PS2, parce que sinon vous auriez pleuré au niveau des chiffres de vente. Vous allez voir après, la PS2, au niveau des scores, n'a pas fait semblant. La Dreamcast, la dernière console de Sega qui prenait des risques. Sega qui a toujours pris des risques dans l'édition de jeux et puis dans le matériel aussi. Une console 128 bits, la première de sa catégorie, qui renouvelait tout. Là où en face, en 94 et en 95 en France, on avait sorti la PlayStation, une 32 bits. Là où, en 1997, Nintendo avait sorti la Nintendo 64, qui est pas vraiment une 64 bits, mais une 2 x 32 bits, hein, si je ne m'abuse. Voilà. Il y a 2 coprocesseurs à 32 bits, et on a fait croire que c'était du 64 bits. Et bien en face, on a quand même cette console incroyable, quoi, voilà, révolutionnaire. Là, ça c'est une 32 bits qui finalement n'affichait pas grand-chose, la PlayStation. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle a fonctionné? Tout simplement parce que il y avait des jeux. Et des jeux qui venaient de tous horizons, aussi bien japonais qu'anglais, qu'américains, que français. Et tout ça, ça a servi à consolider le marché du jeu vidéo qui était très sectorisé à l'époque. Voilà, les Japonais ne parlaient pas trop aux Européens, qui ne parlaient pas trop aux Américains, etc. La PlayStation, elle a fédéré tout le monde. Alors qu'il y avait encore de la scission chez Sega. Et puis Nintendo a toujours fait ce que Nintendo sait faire, c'est-à-dire faire des consoles pour ses propres jeux. Et puis les éditeurs tiers étaient un peu laissés à la dérive. On leur disait, oui, on vous filera des kits de développement un jour. Et puis les bons kits de développement, c'était Nintendo qui les avait, forcément, c'était les leurs. Et puis on donnait 1 an, voire 1 an et demi plus tard, les kits de développement qui étaient bien.
aux développeurs tiers. Donc vous aviez toujours les développeurs tiers qui avaient des jeux dégueulasses. Et puis Nintendo, c'est là, regardez mon Mario. Ah ouais, il est beau mon Mario. Ouais, ouais. J'aimerais bien pouvoir faire pareil. Eh ben non, on vous donne pas le kit de développement. Pas très sympa. Sony faisait exactement la même chose. Hein. C'est pour ça que les jeux Sony étaient toujours beaucoup plus beaux que les autres, en prenant la même époque, hein, bien évidemment. Et donc 128 bits chez Sega, sorti en 98, soit un an à peine après la 64. Alors on peut montrer qu'en niveau 3D, la Dreamcast et la 64, il y a un fossé entre les deux, hein, ça n'a rien à voir. On peut même sortir une image en VGA en 1080 de la Dreamcast avec juste un câble, sans changer quoi que ce soit. C'est hallucinant. Nativement, elle a des capacités exceptionnelles. Mais tout ça, le développement, ça coûte très cher. Derrière, on produit des jeux qui coûtent très cher aussi. Alors, il y a plein de gens qui disent que Shenmue, ça a été la raison pour laquelle Sega s'est cassé la gueule. C'est pas tout à fait vrai, mais ça n'a pas aidé non plus. C'est vrai que payer 35 millions de dollars pour un jeu, à l'époque, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et ça a un petit peu grevé leur budget. Et là, Sega, ils arrêtent de construire. Donc on se retrouve finalement avec Nintendo et Sony. Mais, si vous regardez ici, là, en tout petit, qu'est-ce qui a marqué sur une Dreamcast? Et ça va vous étonner, mais à moitié, parce que vous savez que Sega, à cette époque-là, c'est encore une société américaine. Il y a marqué Microsoft, voilà, tout à fait. Il y a même marqué Microsoft Windows. Pourquoi? Parce que la Dreamcast, elle fonctionne avec un Windows à l'intérieur. Et Microsoft, eh ben, ils croient en Sega. Et ils savent que c'est une société bien américaine, America First et tout. Elle leur propose un truc. Nous, on a plein d'argent, on va faire une console. Si vous avez des jeux, on va prendre vos jeux. On les sortira en exclusivité sur la nôtre. Et ils créent la Xbox. Pas bête. Et Sega va porter tous ces jeux phares sur la Xbox. Ils ont porté Shenmue 2, par exemple. Et ils ont porté Panzer Dragoon. Ils ont porté Crazy Taxi, Space Channel 5. Et tout ça pour espérer conquérir le public et japonais et européen. Pas de bol, ça marche pas. Il y a quasiment que les Américains qui l'achètent. Mais ils l'achètent vraiment beaucoup. Si on regarde, on est toujours à se poser la question, qui a vendu le plus à l'époque? La PS2, la GameCube ou la Xbox? Et bien regardez bien, alors regardez pas la PS2, parce que je vous ai dit que je voulais pas la mettre face aux 10 millions de la Dreamcast tout à l'heure. C'était un petit peu excessif, étant donné que des PS2, ils sont vendus près de 160 millions. C'est la console la plus vendue au monde. Bon, c'est beaucoup. C'est sûr que c'est quand même beaucoup. Mais si on regarde bien les chiffres de vente de la GameCube, bah, c'est 22 millions. Et ben il s'est vendu plus de Xbox. Voilà, celle qui s'est le moins bien vendue. Et si vous avez regardé les scores, il s'est vendu 2 fois moins de GameCube que de Super Nintendo. C'est quand même terrible, quoi. Donc on imagine toujours que Nintendo va fonctionner à mort. Non, ils vendent des jeux Nintendo, ils vendent des consoles à des gens qui aiment les jeux Nintendo. Et s'il n'y a pas de jeux Nintendo qui sortent, ben les gens ne les achètent pas. Il ne s'est jamais autant vendu de jeux GameCube que ces 10 dernières années grâce au rétro gaming. Les gens achètent maintenant des jeux GameCube parce qu'ils peuvent les trouver un peu partout. Bah, évidemment, les gens les balancent. Ou les mettent sur des brocantes et ça ne vaut plus rien. Mais à l'époque, un jeu GameCube, ça coûtait cher. Et en plus, la GameCube, elle ne permettait pas d'écouter de la musique. Alors que, par exemple, la PS2, elle pouvait le faire. Alors que la Xbox, elle pouvait le faire. Il y avait quand même des avantages certains. La Xbox, c'était encore mieux. Elle vous permettait d'encoder vos CD en MP3 et de les utiliser ensuite, vos musiques, d'utiliser dans les jeux, par exemple, de voiture, quoi. C'est quand même révolutionnaire. Parce qu'il y avait un disque dur qui permettait de les stocker. En face, la PS2... elle permettait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'accessoires différents. C'était hyper diversifié. On avait un peu comme sur la Dreamcast à l'époque, on avait des accessoires pour faire de la pêche, on avait des accessoires de tout poil. Malheureusement, la GameCube, elle n'avait pas grand-chose, quoi. Elle avait ses jeux qui étaient très bons, mais ça n'a pas suffi. Et après, bon, on arrive sur les consoles que vous connaissez tous. Je ne vais pas parler de la PS3, de la PS4, ça ne sert à rien. Par contre, je vais vous parler de ce qui a été oublié. Alors ça, c'est encore celles qui sont connues, qui ont vécu. Mais il y en a des centaines, et je dis bien des centaines, que vous ne connaissez pas
et qui ont eu une durée de vie ou au Japon, ou en Corée du Sud, ou quelque part, mais qui ont été importantes. Et celle-ci, bon, j'imagine que vous connaissez tout de même ça. Voilà, ça s'appelle absolument le Virtual Boy. Virtual Boy, qui n'a de virtuel que le nom qu'il a, hein, puisque c'était juste un affichage rouge et noir. Alors, il paraît que ça fait vomir. Moi, je trouve que ça rend malade, oui. Vomir, je sais pas, mais ça vous rend malade, oui. C'était un bel essai. Ça n'a pas marché. C'est bizarre, hein. Ah bah non, c'est normal. En haut, là, ici, par exemple, vous savez, la 3DO. Alors ça, c'est compliqué parce que 3DO, ça ne devrait pas s'appeler comme ça, d'ailleurs. C'est une sorte de... Comme le MSX en son temps, c'est une sorte de standard. Et on pouvait fabriquer sa console, en fait. Donc Panasonic a sorti celle-là en Europe, mais d'autres ont sorti d'autres versions de la console au Japon ou dans d'autres pays, avec d'autres formes. Il y avait par exemple une 3DO triangulaire qui est sortie au Japon, qui ressemble à un ovni, quoi, et c'est exactement la même console. Et cette console a quelque chose de particulier. Alors elle n'est pas terrible, hein. Il y a quand même la plupart des pires jeux de la création sont quand même sur cette console. Je vous conseille Shadow, si un jour vous voulez jouer à un jeu de baston vraiment pas bon. Shadow, c'est, on est là, quoi, hein. On est au-dessus de tout. Et vraiment. Et cette console, vous voyez, il y a un seul port manette. Alors, comme on joue à plusieurs, et ben, chaque manette a un port manette. C'est génial. Et en fait, il y avait à peu près 6 mètres de fil pour la manette. Je ne sais pas pourquoi, hein, ils voulaient absolument jouer dans des maisons géantes. Donc en fait, si on met une manette, puis sur une manette, quand on joue à 4, on peut être à 24 mètres. Alors moi, je l'ai fait chez moi, c'était rigolo, parce que je pouvais jouer de mes toilettes. Je ne voyais pas l'écran, c'était marrant. Et j'avais une autre personne qui jouait dans la salle de bain. C'était ridicule. Alors, comme on jouait à Shadow, on s'en foutait, parce que c'était pourri. On a aussi cette magnifique chose, hein, la Neo Geo, exceptionnelle, SNK, qui nous sort une borne d'arcade à la maison. Mais mieux encore que Sega, avec carrément des cartouches géantes qui étaient la même chose que ce qu'il y avait dans les bornes d'arcade. C'était une carte de borne d'arcade qu'on avait un peu réduite et qu'on mettait dans une console. Mais techniquement, c'était comme une carte MVS. Et c'est assez exceptionnel donc, de pouvoir jouer vraiment à ce qu'on avait sur borne d'arcade chez soi. Par contre, ça coûtait une blinde. Et à chaque fois que vous vouliez acheter une cartouche, bah, vous vendiez un rein. Donc au bout de 2, c'est vrai qu'on est embêté. Non mais c'était vraiment ça. Et là, il y a aussi des choses exceptionnelles, comme par exemple la Jaguar. Voilà. Alors, la Jaguar, c'est la console qui... Atari que des bonnes idées. Hein. Sur la Lynx, déjà, une console portable, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, il y avait un truc dingue, c'est qu'on pouvait retourner l'écran pour les gens qui étaient gauchers. Donc ça inversait la croix directionnelle et les boutons. Dans l'idée, c'est une bonne idée. Dans la pratique, il n'y a pas un seul gaucher qui a joué avec la croix directionnelle à droite de sa vie. Zéro. Certains, zéro. Pas un seul. Donc ils ont fait la Lynx 2 et donc ils ont appris en refaisant la même bêtise. Voilà. Bon. Et après, ils ont sorti ça. Voilà, la Jaguar. Alors, la Jaguar, c'est moche déjà. Hein. Puis en plus, ça fait croire qu'il y a un lecteur CD. Alors que non. Et ça fait croire aussi que c'est vachement high-tech parce qu'il y a plein de petits boutons. Bah, c'est pas high-tech du tout, hein. C'est vraiment pas terrible. Alors, il y a des jeux exceptionnels dessus, mais très peu. Et puis, je vous laisse apprécier cette taille de manette qui vous permet d'être, je sais pas, aux commandes de ce qu'on pourrait ressentir comme être un char d'assaut, ce qui n'est pas très pratique pour jouer à des jeux de combat, par exemple. Et puis en face, chez les Japonais, on a des choses excellentes, comme par exemple la Neo Geo Pocket. Donc c'est un peu ça, la bonne borne d'arcade, mais dans ces petites mimines. Bah ça, malheureusement, ça m'a pas bien marché. Alors, au Japon, ça a fonctionné, bien évidemment, mais pas chez nous, et c'est très dommage. Alors, elle avait un petit problème, c'est qu'elle avait un stick à micro-switch, ce qui s'appelle les micro-switch. Et le micro-switch, c'est très précis, ça a 8 directions, si je ne m'abuse. Hein, voilà. Et on peut vraiment se déplacer de manière exceptionnelle, surtout dans les jeux de combat, on peut vraiment faire de belles attaques. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge d'un huitième de tour, ça fait clic. Mais ça fait clic très fort, quoi. Ça fait clic.
Si jamais il y a une autre personne dans la maison, c'est pas dans la pièce, hein, c'est dans la maison, au bout de 3 minutes, vous prenez, je sais pas, un pied de table dans la tête ou une chaise. Moi, j'ai vu voler des poissons. Enfin bref, c'est extrêmement dangereux. Faut y jouer seul, quoi. Et même seul, on arrive à se dire non, ça fait trop de bruit, quoi. Mais c'est une excellente console, déjà sortie en version monochrome, puis ensuite en version couleur. Très bonne facture, des piles qui tiennent la route. Non, c'est vraiment de la bonne qualité. Et puis, NEC avait créé aussi, à la fin des années 80, cette console 8 bits qui était la concurrente au Japon, la concurrente directe de la NES, qui était bien supérieure techniquement. La PC Engine, là, ce qu'on a ici, c'est exceptionnel. Elle était tellement puissante que quand elle est sortie aux États-Unis, ils l'ont appelée TurboGrafx 16. Alors que c'est une 8 bits. Pourquoi ? Eh ben pour concurrencer les consoles 16 bits. Ils voulaient faire croire que c'était une 16 bits. Et à vrai dire, quand on y jouait, eh ben on y croyait. Voilà. C'est rapide, c'est fluide, c'est dingue. On a tellement de choses à l'écran qu'on ne pouvait pas faire sur les autres consoles. Ça ramait jamais, c'était exceptionnel. Et le seul pays étranger, à part les États-Unis, en tout cas le seul pays d'Europe qui ait officiellement importé cette console, eh ben c'est la France. Alors officiellement, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire qu'on avait la console, on avait l'emballage américain, et puis il y avait une feuille qui était collée dessus avec marqué importateur, oh là là, puis 2-3 trucs en français, mais c'était légal. Voilà, alors que les autres consoles, elles étaient interdites à l'importation. L'importation, c'est très codifié hein, dans le monde du jeu vidéo. Et puis je vous donne celle-là, mais c'est pour vous faire plaisir, parce que bon, ce serait dommage de l'oublier. C'est déjà le nom, rien que le nom, quoi. La Pipin. Allez, Pipin, on a l'impression d'être dans la Moria, je sais pas quoi. Donc la Pipin, c'est ça, le truc avec le boomerang, là. Ah, pardon, c'est pas un boomerang, c'est une manette. Et qui donc a pu faire ce truc hein? Qui a fait ça? Vous le savez? Apple, tout à fait. Bravo, monsieur. C'est en effet Apple. Mais bon, faut leur pardonner, Steve Jobs n'était plus là, n'était pas encore revenu. Donc c'est en 95, ils ont décidé de faire une console un peu originale qui se connecterait à Internet. Alors Internet en 95, ouais, c'était pas tout le monde, hein, c'était AOL à 3 $ la minute, quoi. Quand c'est arrivé en France, Internet, c'était pas pour tout le monde. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y avait autant de personnes intelligentes qui y étaient. Et que depuis que c'est plus pareil, il y a les commentaires Facebook. Il n'y avait pas ça à l'époque. Il y avait des gens qui payaient tellement cher pour y être qu'ils n'écrivaient pas de la merde. Hein. Ils faisaient attention. Hein. Pardon, j'ai dit un gros mot. Des bêtises. Et voulant surfer sur la nouveauté d'Internet, Apple a décidé de contacter c'était Bandai, pardon, pour créer une console. Mais c'est une console d'apprentissage avec un lecteur CD et une connexion Internet pour pouvoir faire des jeux. Vous savez, les jeux pas intéressants. Les jeux où on vous apprend que la capitale de la France, c'est Paris. Bon, nous, on le sait, mais eux, ils ne savent pas trop. Et ça n'a pas marché, étonnamment. Spécifiquement aussi parce que la manette, c'est quand même un gros tas de daubes. Et au milieu, il y a même un trackpad. C'est pour la souris. Parce qu'on pouvait aller sur Internet. Alors bon, c'est beaucoup trop cher, ça ne marche pas. Alors la version qu'on a eue, qu'on n'a pas vraiment eue, mais américaine, était noire. Et ça, c'est une version japonaise qui est sortie un an après, qui a été faite par Atmark. Et elle est assez rare, mais elle est très intéressante. Parce que c'est vrai qu'elle a un design plutôt japonais, on peut regarder, ça ressemble beaucoup. C'est pas comme ça qu'Apple a réussi à se lancer dans le jeu vidéo. Hein. Heureusement qu'après, ils ont eu 2-3 éclairs de génie. Bon, je vous dis pas ce qu'il y a dans votre poche, mais bon, vous avez tout compris. Voilà. Alors après, je vais pas vous refaire l'article, encore une fois, hein, sur... Super, c'est magnifique. Sur le fait que la guerre des consoles continue, mais c'est encore une fois une guerre de façade. Parce que tout le monde se connaît dans ce milieu, et ils font quand même bien semblant de se détester. Hein. Bon, à part Microsoft, qui actuellement est tellement la tête dans l'eau, qui déteste tout le monde, mais ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne vendent plus rien.
Alors, si vous voulez faire un geste pour des gens nécessiteux, achetez une Xbox, faites-leur plaisir. Mais bon, non, mais c'est triste. C'est triste parce que c'est une console merveilleuse. Elle est très bien. Elle est vraiment très très bien. La manette est vraiment en plus même, je pense, 1000 fois plus ergonomique que celle de la PlayStation 4. Néanmoins, ça se vend plus, quoi. Voilà, ça se vend plus parce qu'ils n'ont plus de jeux. Donc si il faut retenir quelque chose de tout ça, et vous avez pu le remarquer, c'est qu'une console, ça se vend quand elle est bien, quand elle a de l'autonomie, si jamais c'est une portable, et surtout quand elle a des jeux. Et finalement, c'est comme ça qu'on verra le marché du futur. C'est aussi pour ça que la Switch, elle fonctionne actuellement, parce que tout le monde sort des jeux dessus. Jusqu'à quand? C'est vous qui le verrez. C'est très succinct, hein. Je pense qu'au début, il n'y avait pas tout le monde, mais c'est vrai que parler de jeux vidéo des années 40, ça fait un peu bizarre. Néanmoins, si jamais vous voulez des informations par rapport à ce qu'on faisait dans les années 40, vous pouvez me demander. Je n'étais pas né, mais je m'en souviens presque.